C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce triste anniversaire, c'était il y a 20 ans. Le Jula sombrait au large du Sénégal. Le nombre de victimes du naufrage du ferry dépasse celui du Titanic. Nous reviendrons sur ce drame et nous serons en direct avec le président de l'association des victimes. L'inquiétude des organisations de défense des droits de l'homme en Guinée après l'arrestation d'un leader politique. Il venait de critiquer le pouvoir de transition à la radio. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis l'ouverture du procès de Mahamat Saïd Abdelkani, ex-commandant rebelle présumé de la Séléka en Centrafrique. Il fait face à 7 chefs d'accusation, entre autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Devant la CPI, la Cour pénale internationale, il a plaidé non coupable. Les détails dans ce journal. 1863 morts, c'est le lourd bilan du naufrage du Jula, le ferry sénégalais qui a sombré au large de la Gambie il y a 20 ans. Le navire avait une capacité maximale de 500 passagers et pourtant, ce jour-là, il y en transportait 2000. Les conditions météo étaient mauvaises et le sauvetage pas à la hauteur. Reportage de nos confrères de France 2. Ce sont des images inédites. Voici le Jula. Un sarcophage d'acier rongé par la rouille. Le ferry qui a coulé avec plus de 1800 personnes à bord, bien plus que le Titanic, repose désormais sur du sable, à 20 mètres de profondeur. Ses hélices sont toujours bien visibles. Certains hublots sont encore ouverts. Plus loin dans ce chaos, des véhicules sont retournés. Mais il y a aussi ces vêtements coincés dans une poutre, des bracelets, des bijoux féminins, ainsi que de nombreux ossements. Cette exploration exceptionnelle a été réalisée par une équipe franco-sénégalaise. Elle a profondément marqué ce plongeur. Il y avait des gens qui tapaient dans la coque, qui étaient encore en vie. Les secours arrivent, ils n'ont pas de moyens techniques pour les sortir, donc ils les ont entendus mourir. Et je me suis retrouvé dans cette partie, là où il y a beaucoup d'ossements. Quelques centaines ont été retrouvés, des corps qui ont été amenés par les courants sur les plages. Mais on est loin d'avoir retrouvé tout le monde. Le Jula a été filmé quelques heures avant son naufrage. Le navire est bondé. Il accueille 4 fois plus de passagers qu'autorisé et tangue dangereusement. Parti de Casamance, il doit rejoindre Dakar dans la nuit. Mais vers 23 heures, pris dans une tempête, le ferry surchargé se retourne, piégeant ses occupants. Seules 64 personnes survivront. Le bateau a commencé à se pencher du côté gauche et j'ai plongé. La maintenance n'était plus assurée par l'armée et la surcharge trop importante. La justice sénégalaise classera l'affaire au bout d'1 an, rejetant toute la responsabilité sur le commandant de bord, mort durant le naufrage. Un grand mémorial actuellement en construction sur place devrait accueillir les objets remontés par l'équipe franco-sénégalaise. La question délicate des ossements présents dans l'épave, elle, reste toujours sans réponse 20 ans après le naufrage. Et une cérémonie s'est tenue ce lundi matin en Casamance en mémoire des victimes, en présence des familles, mais aussi d'officiels. Pour en parler, nous sommes en direct avec Boubacar Ba, président de l'association des familles des victimes de Jula. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Un procès, on l'a entendu, 20 ans après. Que ressentez-vous et qu'attendez-vous aujourd'hui de la justice ? Voilà, d'abord, aujourd'hui, ça a été un moment très émouvant pour nous, 20 ans après, pour parler du Jula, pour commémorer encore une fois. Mais ce sentiment qui nous habite toujours, c'est ce sentiment d'injustice qui nous habite. Vous l'avez dit, plus de 2000 morts pratiquement, et que nous sommes encore là. Et donc aujourd'hui, malgré toutes les tentatives qui ont été menées par les différentes associations, aussi bien ici qu'en France, franchement, il n'y a eu pas de suite. Vraiment, nous rééditons. Nous pensons qu'il faut réouvrir le dossier du Jula pour l'intérêt de tout le monde. Et voilà ce que nous sentons. Et surtout, renflouer le bateau parce que c'est une question de dignité humaine. Dans notre sociologie, nous ne pouvons pas admettre
un sanctuaire marin. Nous ne pouvons pas admettre parce que ça ne fait pas partie de notre sociologie. Ici en Casamance, pratiquement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte jusqu'à l'heure actuelle qu'ils ont eu à perdre des âmes, des proches, parce que simplement on n'a pas eu de corps. Moi-même qui vous parle, concernant mon frère, son fils, mon oncle et ma tante, on n'a pas retrouvé des corps. Et donc ce qui nous motive davantage sur la question du renflouement et la question de la justice. Alors, est-ce que vous attendez un nouveau procès ? Il est clair qu'on a vu ailleurs révoquer des dossiers, même si on nous dit qu'il y a prescription dans le cas d'espèces, mais nous pensons que volontairement, il faudrait qu'on aille, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que dans tous les accidents, que ce soit avion ou bateau, le premier réflexe, c'est sur les avions, c'est la boîte noire pour savoir quelle est l'origine de ce drame. Et je pense que tout le monde a intérêt parce que nous ne sommes pas à l'abri de notre Joola, parce que simplement on n'a pas compris cette histoire, parce qu'on n'a pas aussi fait ce qu'il fallait faire pour qu'on soit à l'abri de telles catastrophes. Et donc nous avons toujours vraiment le sentiment qu'un jour viendra, et bien justice sera faite. Alors, vous parliez tout à l'heure des sépultures, des corps. On a vu dans le reportage de nos confrères de France 2 qu'il y a encore des ossements qui sont enfouis. Est-ce que vous avez l'espoir qu'on les repêche et que surtout que ces ossements soient identifiés pour que les familles puissent avoir une sépulture ? Oui, vous savez, nous, on a fait une proposition à l'époque avec le président Wade dans le cadre d'une nouvelle définition de renflouement. Il s'agit donc de sortir tous les restes humains, d'en faire une tombe commune comme à Bassori. Vous savez, en Gambie, d'ailleurs demain on va à Bassori pour commémorer aussi, mais c'est un lieu de mémoire. Et le reste, soulever un mât vers la côte de Kafountine et en faire un lieu de recueillement. Voilà ce que nous avons proposé dernièrement avec l'État du Sénégal, mais bon, on en est là, c'est tout simplement, on ne peut pas évoluer. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a un dialogue de sourds entre nous et l'État du Sénégal. Alors, est-ce que ce terrible drame a servi de leçon ou où en sont aujourd'hui les normes de sécurité des ferries ? Alors, vous savez, d'ailleurs, dans mon discours d'aujourd'hui, j'ai attiré l'attention à la classe politique que nous sommes embarqués dans un autre navire qui s'appelle le navire Sénégal et que parfois nous avons des soucis, nous, en tant que famille de victimes, quand on voit les querelles intempestives entre les différentes parties et autres, et que le Sénégal restera, un Sénégal doit être uni sur l'essentiel. Et c'est pour cela l'introspection est de mise, parce que nous devons réfléchir. C'est un Joola qui nous a alertés pour dire que de changer nos comportements. Et c'est l'occasion qu'on voulait avoir avec le président Macky Sall aujourd'hui et les différents responsables politiques autour. Malheureusement, il n'était pas là. Ni de Macky Sall, ni Ousmane Sonko, qui est maire de Ziguinchor. Nous pensons que la meilleure manière, c'était aujourd'hui, 20 ans après, pour que tout le monde se converge ici au port de Ziguinchor, afin de sacraliser un minimum de consensus. Parce que les tiraillements, vraiment, les Sénégalais en ont marre. Il s'agit d'un pays, il s'agit de définir un cap d'espérance. Et ce qu'on voit, ce à quoi on attise, parfois nous fait peur en tant que citoyens. Et c'est pour ça que l'introspection est une valeur que nous voulons incarner. Et nous sommes des sentinelles en tant que victimes. Parce que ce qui nous arrive ici, nous, on n'a pas de vie en tant que famille de victimes. Depuis 20 ans, moi, je ne sens pas le temps passer. C'est comme si vous me dites hier, le Joola a sombré. Donc, raison pour laquelle nous alertons les autres citoyens vers ce qui est sacré, c'est-à-dire la vie humaine. Et dans ce sens-là, j'ai vu l'autre semaine, il y a eu 20 morts dans une journée, personne n'en parle. Mais alors, c'est comme une sorte de banalisation de la mort qui nous habite, qui nous hante. Et ce n'est pas bon pour un pays. Alors, vous l'avez dit, le président Macky Sall n'était pas là, Ousmane Sonko non plus. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? Oui, surtout pour dire qu'avant tout, nous sommes des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas des ennemis entre eux. Nous sommes des Sénégalais avant tout. Et que pour le bien de tout le monde, pour une vie en commun, autant pour moi, c'est quand même un minimum de savoir-vivre. Or, ce que la classe politique montre aux citoyens n'est pas la voie à suivre. Il y a une tension perpétuelle ici chez nous qui fait qu'on n'est pas à l'abri d'une étincelle qui va, je ne souhaite pas, qui va tout bousiller.
Et donc rappeler aux citoyens ce qui nous arrive. Nous sommes embarqués dans un navire, je le répète, qui est le Sénégal. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des similitudes entre ce qui s'est passé ce 26 septembre 2002, où tout le monde, parce que simplement on a eu une attaque sur la Transgambienne, et que tout le monde a rué vers le port parce qu'il n'y avait pas d'autre perspective pour aller à Dakar. Et tout le monde s'est rué sur ce navire-là. Et bon, avec les complaisances, on s'est retrouvé avec plus de 2000 morts. Et voilà ce qui a conduit au naufrage. Et donc, nous pensons qu'il y a un minimum de sérénité qu'on demande à nos dirigeants de tous bords et qu'on puisse aller droit devant vers quelque chose de commun. C'est ça la vérité. Et qu'on ne nous distrait pas. Le Sénégal a des opportunités extraordinaires de faire du Diola comme le Rwanda en a fait des drames. Et aujourd'hui, ils se sont mis dans un cadre positif. Donc nous réclamons de positiver le Diola. Il faut positiver le Diola pour définir un cap et un minimum de savoir-vivre entre nous en tant que citoyens. Merci beaucoup, votre message est passé. Merci à Boubacar Ba, président de l'Association des familles des victimes de Djoula. Et merci à Sarah Sako qui nous a aidé à réaliser ce duplex. Merci beaucoup. Cette arrestation en Guinée, Étienne Soro-Pugui, leader politique, a été arrêté pour avoir critiqué la transition au pouvoir. Des gendarmes lourdement armés l'attendaient à la sortie de la radio où il venait de s'exprimer. Son avocat dénonce une arrestation arbitraire et les organisations de défense des droits humains se disent inquiètes. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Selon plusieurs témoins, l'opposant a été arrêté à sa sortie d'une émission radio de grande écoute avant d'être conduit à la gendarmerie en banlieue de Conakry. Au cours de cette émission, Étienne Soro-Pugui avait qualifié, je cite, de dérive autoritaire de la gestion de la transition par les militaires au pouvoir, tout en critiquant des interpellations de journalistes, de personnalités politiques et acteurs de la société civile. Son avocat dénonce une arrestation injuste et arbitraire. Il n'a jamais fait l'objet d'une poursuite, il n'a jamais reçu une quelconque convocation, il a été guetté à sa sortie d'une émission animée par la radio Film, il a été pourchassé et interpellé au niveau de Kipé, là où il était parti rendre visite à sa famille. Nous voulons que justice soit rendue et qu'il soit purement et simplement remis en liberté. Selon plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, la situation des droits humains devient très inquiétante en Guinée. Il y a des signaux inquiétants en matière de droits de l'homme. Comme vous le constatez depuis un certain temps, il y a quand même des pratiques qui étaient là avant le 5 septembre qui commencent à se reproduire sur le terrain, notamment le fait d'arrêter les gens manu militari et sans que, en tout cas, qu'il y ait des convocations préalables. Il y a beaucoup d'avertissements qui sont aujourd'hui lancés au niveau des acteurs des médias. Il y a des médias qui sont suspendus. Bien sûr, nous sommes dans une période de transition, mais la transition ne voudrait pas dire quand même qu'il faut mettre de côté les droits de l'homme. En Guinée, depuis juillet, plusieurs opposants sont incarcérés à la prison centrale de Conakry en attente de leur procès, notamment des leaders du Front national pour la défense de la Constitution. Et puis à 2 jours de l'ouverture du procès du massacre et des viols commis au stade de Conakry le 28 septembre 2009, l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée pour répondre de ses accusations devant le tribunal avec 10 autres accusés. Nous suivrons bien évidemment la tenue de ce procès dans le Journal de l'Afrique et sur France 24. Cet autre procès, cette fois à La Haye, devant la Cour pénale internationale. L'ex-commandant rebelle présumé de la Séléka en Centrafrique, Mahamat Saïd Abdelkani, a comparu ce lundi devant le tribunal à l'ouverture de son procès et il a plaidé non coupable. Compte rendu d'audience avec Stéphanie Mopa, notre correspondante à La Haye. Oui, au premier jour de ce procès, le procureur a détaillé les éléments dont il disposait dans son dossier pour pouvoir démontrer, prouver que Saïd Abdelkani a bien commis les crimes qui lui sont reprochés. Vous savez, quand il était à la tête de l'OCRB, l'Office de répression du banditisme, il aurait détenu un certain nombre de personnes dans des conditions absolument effroyables. Et ces personnes, certains d'entre eux auraient été battus et d'autres torturés. Voilà un peu les éléments qu'a présenté aujourd'hui le bureau du procureur. Alors, à l'ouverture de cette audience, Saïd Abdelkani a déclaré qu'il plaidait non coupable des 7 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La parole sera demain à la défense et la suite du procès la semaine prochaine avec l'audition des premiers témoins. En bref, sachez que le secrétaire général de l'ONU a appelé lundi dans un communiqué à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet.
Et avant de se quitter, cette triste nouvelle, Aïcha Chenna, surnommée la Mère Teresa du Maroc, n'est plus. La militante marocaine des droits de l'homme est décédée à Casablanca à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Elle s'est longtemps battue pour la cause féminine et entre autres pour les mères célibataires au Maroc. Que la terre lui soit légère. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.